Donc, le livret que nous avons rédigé est un livret d'analyse des manuels 2020 pour les terminales, ainsi que pour des sites vidéo et en particulier pour celui que le ministère a validé, qui s'appelle l'UMNI. Bernard nous en parlera plus avant. Le livret alerte sur les distorsions constatées. Il propose aux enseignants des pistes pour les éviter, mais j'ai envie de dire que surtout, nos associations invitent la société civile à une vigilance globale sur l'enseignement proposé à ces enfants. On en reparlera, je pense, au cours de cette soirée. Et donc, nous donnons la parole aux auteurs de ce livret pour qu'ils nous en disent un peu plus. Merci. Toi la parole. Bonsoir d'abord, bonsoir à tout le monde. Pierre Michel, professeur d'histoire. J'ai participé à ce groupe de travail, mais pas en tant que membre d'une association, donc je n'interviens pas ici en représentant d'une association ni à titre militant. Je voudrais attirer l'attention sur un point qui m'a beaucoup un chapitre qui s'intitule 1948, la naissance d'Israël. Et c'est conforme aux recommandations du programme, donc c'est le titre même du programme. Le problème, c'est que 1948, ce n'est pas vraiment la naissance d'Israël, c'est la déclaration d'indépendance qui fait suite au départ des troupes britanniques. Mais l'histoire s'intéresse plus aux faits réels qu'au monde du droit et des déclarations. De dire, il n'y a pas de problème. J'étais en train de dire que donc, si on regardait les choses telles qu'elles sont concrètement, et non pas si on se satisfaisait du monde du droit ou des déclarations, il fallait aller voir la véritable naissance d'Israël, et à mon avis, c'est en 1920. En effet, en 1920, il y a plusieurs institutions, il y a 3 piliers au fond de l'État qui sont créés. Il y a d'abord une assemblée qui est élue, à la suite de la demande de la commission sioniste créée par les Anglais qui occupent le pays depuis 1917. Cette assemblée est donc chapeautée par une commission qui est un exécutif, donc on a un pouvoir politique avec une assemblée qui n'aura pas beaucoup d'importance, mais surtout un pouvoir exécutif. D'abord cette commission, puis ensuite ça va se diviser ou se subdiviser ou se recouper avec d'autres organismes qui vont être l'Agence juive et avant l'exécutif sioniste de Palestine, le Conseil national juif, etc. Tous ces organismes, plus ou moins donc superposés, disposent d'un budget important, d'abord de la part des Anglais, puisque les Anglais aident les sionistes et réciproquement, et puis de la part du soutien sioniste mondial. Et avec cet argent, ils créent une véritable administration avec des ministères et des fonctionnaires. Le deuxième pilier, la deuxième institution importante, c'est l'armée. Il existait déjà quelques types d'armées, des milices liées aux différentes colonies, et puis aussi une héritée de la Première Guerre mondiale. Mais avec la création de la Haganah en 1920, on a véritablement une armée déjà presque nationale, qui va prendre un certain temps pour devenir importante, mais qui a le soutien de l'Angleterre, qui l'arme, qui l'équipe, et la Haganah, petit à petit, établit des postes, établit des personnes dans toutes les petites colonies sionistes de Palestine, si bien qu'il n'y a pas des colonies indépendantes les unes des autres, mais véritablement la colonie sioniste de Palestine, qui est déjà, de ce point de vue, sous une seule autorité. Et enfin, il y a un troisième pilier essentiel de l'État, c'est le syndicat, l'Histadrout, qui est créé lui aussi en 1920 par David Ben-Gurion. Et ce syndicat, l'Histadrout, il n'a pas qu'un rôle de syndicat, il organise toute la vie publique, pratiquement, en rapport avec l'administration dont j'ai parlé. Et il organise la construction en rapport avec l'agence juive, bien sûr, et les fonds, pardon. Et puis il organise aussi la vie sociale, les infrastructures et tout un tas d'autres choses. Et ce syndicat, comme les 3 autres institutions,
il est totalement fermé aux non-juifs, en tout cas aux non-sionistes, c'est-à-dire y compris au début aux juifs indigènes, aux juifs issus des migrations religieuses du siècle précédent. Donc, on a véritablement un État, surtout qu'à la tête de ces trois piliers, il y a une sorte de toit, de clé de voûte, c'est David Ben-Gurion lui-même, qui, donc fondateur du syndicat, est à sa tête et se retrouve aussi indirectement à la tête de la Haganah, de l'armée, donc, et aussi à la tête des éléments principaux de l'exécutif, avec quelques petites variantes selon les années. Donc, on peut dire que l'État est aussi dans la personne de David Ben-Gurion qui en fait l'unité. Il y a donc bel et bien un État à ce moment-là, à mon avis. Et ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que cet État, c'est un État purement ethnique, colonial, qui s'intéresse qu'à la colonie. Il n'a pas du tout la vocation à être une république qui se définirait par un territoire et par l'ensemble des gens qui vivent sur ce territoire. Et c'est en ça que c'est très important, c'est très important de comprendre que ce qui importe, c'est 1920, c'est cette conception de l'État, parce qu'on la retrouve ensuite. On la retrouve bien sûr en 47-49 avec l'expulsion des Palestiniens, mais on la trouve aujourd'hui encore dans le traitement de ces villes palestiniennes qui correspondent à souvent des camps de réfugiés et qui sont aujourd'hui totalement délaissés par les infrastructures, par les services, etc., par les réseaux de distribution, et qui évoluent souvent vers du chômage, de la délinquance, etc., etc. Une situation qu'on retrouve aussi dans d'autres pays et qui est la traduction géographique dans l'espace d'une exclusion sociale, au fond. C'est que la chronologie concernant le conflit israélo-palestinien est extrêmement biaisée. Les dates importantes qui constituent la réalité de ce conflit qui naît au XIXe siècle, en fait, sont soit absentes, soit complètement découpées de leur contexte. 1897, c'est le premier congrès juif qui a lieu à Bâle, où Ben Gurion justement indique qu'il va, Théodore Herzl et après Ben Gurion va suivre, indique qu'il s'agit de créer un État pour les Juifs, mais dont la frontière n'est pas définie parce que quelques années plus tard, 1917, qui est cité parfois dans les manuels parce que 1917, c'est la déclaration Balfour et on considère que c'est le moment où on promet au peuple juif la possibilité d'établir un foyer national juif en Palestine. En réalité, en 1917, les sionistes envoient un projet de partage de l'Empire ottoman aux Français, aux Britanniques, où ils expliquent très clairement, il s'agit de Syrie, le Liban, une partie de l'Égypte avec le Sinaï. Donc en fait, ce qui est posé en 1917 va se retrouver dans les différents conflits qui vont jalonner le XXe siècle. Donc il est important de revenir à cette chronologie et à la détailler sur certains points qui ne sont jamais apparents dans les manuels scolaires. Quelques années plus tard, en 1937, il y a une date qui n'est jamais citée, c'est cette date-là, c'est la commission Peel, face au désarroi on fait une double promesse contradictoire, à la fois promettre aux Palestiniens une indépendance comme ils l'ont fait pour les Libanais ou bien pour les Jordaniens ou pour les Irakiens, et en même temps cette promesse à la population juive européenne pour en fait s'en débarrasser, parce qu'il s'agit bien d'antisémitisme au départ du côté des Européens, il faut le rappeler, l'antisémitisme, il est en Europe. Donc cette commission Peel, en réalité, elle est créée avec en arrière-plan un projet qui a été soufflé par le mouvement sioniste en 1922, l'idée d'un partage. Non pas un partage pour une fin en soi, mais un partage comme une étape pour prendre les futurs territoires qu'ils ont envisagés dès 1917. Donc, ça recadre bien le contexte. Et puis, entre 1937 et 1947, en 10 ans, ce que vient de vous dire Pierre Michel, c'est-à-dire la constitution d'un proto-État
avec le soutien des grandes puissances et en particulier de l'Angleterre à cette époque-là, va permettre en 1947, avec le vote qui n'est qu'une recommandation aux Nations Unies, de chasser la majorité de la population palestinienne et de s'implanter sur un territoire beaucoup plus grand que ce que ne prévoyait le plan de partage. Et bien évidemment, sans interposition d'une force internationale pour protéger et les Palestiniens et j'allais dire aussi les autres populations, de passage et qui ont été chassés, et en même temps pour faire en sorte que ce plan soit vraiment acté de manière cohérente et conforme au droit international. Nous arrivons à 1967, 20 ans ont passé, et bien évidemment, le projet sioniste n'avait pas été enterré. Projet sioniste, ça voulait dire continuité de l'accaparement de la terre sur la région. Et 67, en fait, a été organisé à partir des années 50, puisque les sionistes avaient, dès 1925, très bien vu qu'ils allaient avoir besoin des ressources en eau. Ils avaient fait faire des études, et c'est à partir du projet de prendre notamment les eaux du Jourdain que se prépare cette guerre qui, en 6 jours, a complètement annihilé les forces des armées arabes qui étaient très faibles et en même temps permis à Israël de multiplier par 4 son territoire. C'est ce que les Palestiniens appellent la Naksa. En 1947, c'était la Nakba, la catastrophe, et en 1967, c'est la Naksa, c'est la rechute. C'est une rechute qui dure jusqu'à aujourd'hui, puisque l'objectif d'Israël à partir de 67, c'est de poursuivre une occupation et une colonisation active, non seulement sur le territoire de la Palestine, donc en 67, ils occupent la Cisjordanie, Jérusalem et Gaza, mais également le Golan qui appartient à la Syrie et le Sinaï qui appartient à l'Égypte. J'arrive à une date qui est celle d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 30 mars 1976, une date qui ne figure dans aucun manuel. Le 30 mars 1976, c'est la journée de la terre pour le peuple palestinien dans son sens large, c'est-à-dire y compris ce qu'on appelle les Arabes israéliens. Pourquoi ? En février 1976, Israël décide de prendre, de voler 2500 hectares de terre aux Palestiniens qui habitaient en Galilée, de manière autoritaire, bien évidemment, Palestiniens qui avaient la nationalité israélienne, qui étaient censés être protégés. Pour cela, les Palestiniens ont fait une révolte, ils ont fait des manifestations qui ont donné lieu à 6 morts, des dizaines de blessés, des centaines d'arrestations. Depuis ce jour, tous les Palestiniens commémorent cette date du 30 mars 1976, la journée de la terre, qui montre bien que l'objectif d'Israël, c'est la terre, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit. Ceci ne figure pas dans les manuels. 1987, c'est l'intifada, la première intifada, qui est très peu aussi répertoriée. La révolte des pierres, complètement, j'allais dire pacifique, compte tenu des moyens démesurés de la population des pierres contre une armée qui possède l'arme nucléaire, et en même temps qui sera suivie quelques mois plus tard, en 1988, par la reconnaissance par l'OLP de l'État d'Israël, qui n'est que trop peu souvent soulignée par les manuels scolaires. Reconnaissance qui permettait à Israël d'avancer si elle avait eu le souhait. Déjà quelques années en avant, il y avait eu une proposition amorcée par l'Arabie saoudite en 1982, après les massacres de Sabra et Shatila. Donc on voit l'importance de cette chronologie. Et je vais terminer avec 2017, la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. En réalité, ce qui n'est pas cité dans les manuels, malheureusement, alors que nous sommes en 2020, c'est ce projet américain finalement de soutenir Israël, non pas pour Israël et les Juifs, mais parce qu'il y a un projet derrière, qui est le projet notamment des évangélistes, qui est extrêmement puissant aux États-Unis et dont l'objectif, au final, c'est l'Armageddon, c'est-à-dire l'annihilation des Juifs pour leur conversion au christianisme. Ces éléments sont extrêmement importants, c'est un fil conducteur. Israël a un projet depuis le 19e siècle qui consiste à vouloir prendre la terre et pas la population, donc à faire en sorte qu'elle disparaisse d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, elle profite d'un soutien aujourd'hui qui était celui avant de l'Angleterre et de la France et qui a été remplacé aujourd'hui par les États-Unis. Bonjour, rebonjour.
Je vous propose ce dessin parce que je pense qu'il est à peu près représentatif de la logique générale des manuels scolaires. Les manuels scolaires sont par définition, et dans cette option de spécialité, il faut être pour la paix, parce qu'on ne peut pas être pour la guerre. Donc, il faut être pour la paix, et ceux qui apparaissent comme étant pour la paix sont forcément les bons. Et ceux qui contestent la signature sont forcément les mauvais. Vous voyez que ce dessin date de 93, donc peu après les accords d'Oslo, et regardez comment on présente les choses. On ne sait pas si les mariés que sont Rabin et Arafat sortent d'une église ou sortent d'un tunnel, mais en tout cas, c'est un mariage. Je ne vais pas avoir une analyse sur pourquoi c'est Rabin qui est l'homme et Arafat la femme dans ce mariage. Ce n'est pas mon propos. Ce qui est extraordinaire, d'abord, c'est le titre, la difficile réconciliation. Il y aurait eu une période rêvée où il n'y aurait pas eu de lutte et les accords d'Oslo seraient une réconciliation. C'est déjà un terme sur lequel on peut gloser longuement. Deuxièmement, on a des gens qui apparaissent comme ayant une position centrale, la position pacifique, et on va avoir les intégristes juifs et les terroristes palestiniens qui vont contester ce mariage. On remarquera que les intégristes juifs se contentent de crier. On sait depuis qu'en 1995, ce n'est pas seulement des cris que Rabin a subis de la part des extrémistes orthodoxes juifs, mais que c'est un orthodoxe juif qui l'a assassiné. C'est d'ailleurs mentionné en sous-titre. Mais ils apparaissent comme criants, alors que les Palestiniens, eux, avec le Hamas, qui est présenté comme s'opposant à cela, jettent carrément des pavés sur les jeunes mariés. Alors, ça, c'est déjà cette idée-là que, en gros, il y a des gens qui veulent la paix, mais il y a des extrémistes de part et d'autre, et souvent des extrémistes religieux, qui contestent un accord qui permettrait une réconciliation laïque israélo-palestinienne. Cette légende-là, je trouve que ce dessin-là, pour les enseignants, est un bon sujet d'analyse de dessin, parce que effectivement, on voit qu'elle est une certaine doxa, et je suis très content, si j'avais à enseigner, d'avoir la possibilité d'utiliser le dessin en question. Mais ce qui disparaît dans l'analyse d'Oslo, c'est le fait que Arafat fait une formidable concession au sionisme en acceptant de reconnaître l'État d'Israël et même de fait dans les frontières définies par ce qui n'était pas des frontières, mais une ligne d'armistice après la guerre en 1949. Et Arafat fait cette concession. Notre rôle n'est pas d'être plus palestinien que les Palestiniens et de dire que Arafat n'aurait pas dû faire telle ou telle concession. Ce que nous disons, c'est que dans le rapport de force qui était le sien, l'OLP a fait cette signature avec, semble-t-il, beaucoup de Palestiniens d'accord pour cette signature, mais un certain nombre de voix rarement entendues qui disent que c'est une capitulation. Voir Edouard Saïd, par exemple. Et là,
ces voies-là disparaissent des manuels scolaires. On n'explique pas cette opposition et on ne montre pas que finalement, après la signature d'Oslo, on dit depuis Oslo, il y a un statu quo. On utilise parfois le terme de statu quo, alors que s'il y a quelque chose qui n'est pas un statu quo, c'est ce qui s'est passé depuis Oslo, c'est-à-dire que Oslo a en fait permis aux Israéliens, pas du tout dans l'esprit de ce qui était écrit, mais dans les possibilités qui leur ont été données, les Israéliens ont poursuivi de façon systématique cette colonisation de peuplement dont on a parlé déjà tout à l'heure. D'une certaine façon, la mort d'Oslo renvoie au fait que la communauté internationale, qui était censée être représentée par Clinton dans cette vision de la signature devant la Maison-Blanche, cette communauté internationale n'a en rien permis que ces accords d'Oslo débouchent sur une possibilité d'une paix juste. Et je crois que les manuels scolaires sont très en retard de ce point de vue-là sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Brève statistique pour montrer l'importance de l'image dans les manuels scolaires qui sont un marché, vous le savez, extrêmement important. C'est des centaines de milliers de livres dans les écoles, les collèges et les lycées. Il y a des enjeux donc très importants, il faut donc séduire. Et actuellement, l'image est un outil de séduction pour les professeurs qui sont prescripteurs, mais également sans doute un des langages qui est le plus utilisé par les jeunes, par les écoliers, les collégiens et les lycéens. Une brève statistique. J'ai regardé le manuel Belin des Sociétés Générales. Si je calcule la surface des images et des cartes, ainsi que des commentaires ou des questions qui sont posées par rapport à ces cartes et par ces images, dans le Belin, j'arrive à 50% de la surface éditoriale. Dans un autre manuel, le Magnard, qui est un livre d'une collection souvent pris comme référence par les professeurs, on arrive à un total pour la collection Sciences Po de un petit peu en dessous de 39%. D'où vous voyez l'importance que représente l'image qui va être support de l'information donnée aux élèves, valorisée sans doute par le travail qui va être fait en classe par le professeur. André vient de vous faire un exercice de décomposition de l'image et que l'on aurait pu utiliser en classe. Trêve de plaisanterie, une fois cette présentation faite, je vais faire un pas de côté, puisque notre groupe de travaille sur, bien sûr, les manuels scolaires, mais également les outils qui sont associés et proposés aux professeurs. Et, on l'a dit, mais on ne le fera pas ce soir, intervenir vis-à-vis des rédacteurs ou les journalistes qui font des articles dans les revues dédiées à la jeunesse. J'ai décidé de, ici, voilà, de vous proposer dans un montage d'écran, vous l'avez, je pense, sous les yeux, les 17 vignettes qui ouvrent autant de vidéos qui sont à la disposition de tout le monde sur un site qui est labellisé par le ministère de l'Éducation nationale. Anne vous en a parlé tout à l'heure, donc c'est le site Lumni. Il y a 12 000 vidéos et dont le nombre s'enrichit de jour en jour, suivant les droits qu'ils obtiennent pour la diffusion. Et sur Israël-Palestine, on a un total de 17 vidéos directes et de mémoire, je crois, 2 ou 3 qui sont plus comme des outils de révision. C'est ce qui est donné aux élèves et aux professeurs pour analyser donc, le conflit Israël-Palestine. Tout de suite, les mots qui me viennent à l'esprit quand on a travaillé sur cette plateforme, c'est l'indigence, ce sont des erreurs et, utilisons le mot, une forme de désinvolture de la transmission, de la communication de l'information. Regardez,
les origines du conflit israélien, c'est des captures d'écran. Hein, donc, j'ai mis dans une seule image 3 écrans successifs de chacun des chapitres qui sont ici. Hein. Les origines du conflit israélo-palestinien, regardez ici, après la Première Guerre mondiale, après le traité de Versailles, bon, très très bien. Et ici, la seule vidéo digne d'intérêt, Israël-Palestine aux sources du conflit, une vidéo assez longue, 4 minutes. C'est sans doute celle que je vous conseillerais de regarder pour ne pas être désabusé. Deuxième thème, le conflit israélo-palestinien depuis 1948. On pourrait s'attendre qu'il s'arrête peut-être à 2005 ou 2015, nous sommes en 2021. Regardez la dernière vidéo, 1972, le massacre des Jeux Olympiques de Munich. On y retrouve la seule vidéo qui concerne directement l'histoire de la Palestine et des Palestiniens, c'est la création de l'OLP en Palestine, 23 secondes. Et puis, troisième grand chapitre, cette vidéo, où on a le témoignage d'un des acteurs de l'histoire d'Israël, et c'est Shimon Peres, pour lesquels on a 5 vidéos qui sont extraits d'interviews sur son regard de l'histoire à laquelle il a participé. D'ailleurs, à ce propos, quand on regarde le contenu de ces interviews, il étrille de manière très directe Rabin, dont il était le ministre. Des erreurs. Des erreurs, quand on écoute le texte de ces vidéos qui sont ici, on apprend que Lord Balfour adhère au projet sioniste et que Lord Balfour promeut la création d'un État israélien. Double erreur. Autre erreur également, 1948, la Palestine et l'indépendance d'Israël. On y apprend que les milices sionistes qui ont gagné la guerre de 1948-1949, après la création d'Israël, étaient en position militaire difficile, alors que depuis plus de 30 ans, on sait qu'ils ont été puissamment aidés par de l'armement soviétique ou de l'armement tchèque. Donc des erreurs majeures qui sont entretenues par rapport à l'histoire du conflit. Sur la présentation des personnages qui est ici, le commentaire est un commentaire hagiographique. Shimon Peres se met en valeur, il défend son histoire, il n'y a pas de contrepoint. Il n'y a qu'une vidéo, celle-ci, qui est sous le patronage de l'IRIS, donc un groupe d'études que nous connaissons bien, direction de Pascal Boniface, qui va introduire le terme Nakba, qui va introduire la colonisation. Il n'y aura pas de vidéos qui montreront la colonisation. Il n'y aura que des infographies. Si maintenant on regarde de plus près et fait une analyse critique du texte et du commentaire de chacune de ces vidéos, il n'y a pas de commentaires qui reprennent le texte qui est dit en support des actualités télévisées qui sont à la source de ces vidéos. Alors, que le texte du journaliste ou du commentateur en 1973 ou en 1956 soit un texte qui soit lié au contexte du moment, il n'y a pas dans le commentaire fait par la plateforme de contextualisation qui permettrait de comprendre que le discours du journaliste qui commente les images ne peut plus être d'actualité. Dans toutes les vidéos de cette partie, les victimes sont systématiquement israéliennes. Elles masquent les réalités, colonisation, expulsion. Autrement dit, ces vidéos sont des vidéos qui sont le reflet de l'information grand public qui était donnée à l'époque des événements, sans distance critique qui puisse permettre à des élèves ou à des professeurs de fonder un discours historique. Deuxième document sur lequel je voudrais intervenir, parce que là, vous vous y attendez, ici, celle-ci, dans le Nathan Sciences Po, une image pleine page de ce que l'on va retrouver pour 27% des illustrations photos qui sont mises dans les manuels, c'est-à-dire ce qu'évoquait tout à l'heure André, l'image iconique, fort bien composée, une belle image de journaliste, le lanceur de pierre et le drapeau, qui va enrichir, on est en 2021, qui va enrichir la représentation que l'on peut avoir du Palestinien. Sur le nombre de photos qui reprennent ce type d'information,
J'en ai compté, alors je reprends mon papier, j'en ai compté 8, dont 2 qui illustrent l'intifada, hein, et il n'y en a que 2 où on verra l'adversaire de ceux qui sont lanceurs de pierres, entretenus comme clichés pour représenter le jeune Palestinien. Une des 2 photos qui représente les Palestiniens, en intifada, on le voit ici, et avec le soldat israélien qui lui fait face dans un déséquilibre de force. Il n'y en a que 2. Dans notre brochure, on a souhaité mettre des illustrations qui représentent une photo des marches du retour à Gaza de 2018-2019, où l'on voit bien évidemment la foule palestinienne pour exiger le droit au retour et manifester contre le blocus, manifester contre la clôture, mais en face, où on voit les snipers. À la mesure de nos moyens, on a choisi de représenter 5 photos. Tout de suite, j'essaierai de vous en montrer une, du moins dans l'esprit, pour essayer de corriger le tir de la représentation systématique qui est apportée par les manuels scolaires.